Certains reportages ont pour but de dénoncer des événements pour apporter un certain changement, pour apporter un éclairage nouveau sur ce qui se passe. Avec ce que je vous présente aujourd'hui, j'ai pas la prétention de vouloir changer les choses. Je sais pertinemment que du temps s'est écoulé depuis mon passage à Ottawa et qu'à chaque jour, les événements évoluaient. Il faut voir le reportage que je vous présente aujourd'hui comme un témoin de l'histoire. Parce que ça en prend. Bonjour tout le monde. Je me suis rendu à Ottawa pour vivre la situation par moi-même, pour la voir de mes propres yeux. J'ai été à Ottawa pour aller à la rencontre de l'humain. Je voulais enregistrer plusieurs témoignages des gens sur place pour garder des traces de comment ces gens-là ont vécu la situation au quotidien. Je voulais avoir une information qui ne serait pas teintée des images que nous renvoient les médias de masse ou les réseaux sociaux. Je voulais que la TCBH ait ses propres images de la situation. Je me suis rendu compte assez vite sur place que tout ça était très gros. Peut-être même trop gros pour une télé communautaire de région. Je me suis senti rapidement dépassé par tout ce que je voyais là-bas. Je vous cache pas, il a fallu que je me questionne sur la place de la télé communautaire vis-à-vis de ce conflit-là. La place de notre mission dans tout ça. À quoi ça sert une TV communautaire, dans le fond? Pour certains, une télé communautaire, ça sert à filmer la messe du dimanche, les soupers spaghettis des organismes communautaires, puis les tirs de 4x4 annuels du village d'à côté. Peut-être. Entre autres. Mais je sais que toute l'équipe de la TCBH croit fermement qu'une télé communautaire, c'est d'abord là pour la communauté. Oui, pour la représenter. Oui, pour lui donner la parole quand elle veut parler, mais aussi pour lui montrer que ce qui se passe à échelle nationale, bien, ça la concerne aussi. Les médias de masse, sans les nommer, vous rapportent la nouvelle telle qu'eux la conçoivent. Nous aussi. Dans le reportage que je vous présente aujourd'hui, vous allez comprendre que pour les gens sur place, la place des médias dans ce conflit a toute son importance. Avant de commencer, je dois vous dire que je me suis rendu sur place du 6 au 8 février 2022, soit sur semaine. Le plus gros des manifestations où il y avait beaucoup de gens qui se rendaient sur place, c'était les fins de semaine. Pour tout vous dire, il y avait des milliers de personnes. Sur semaine, c'était pas du tout le même contexte. J'ai décidé de m'y rendre sur semaine pour voir la réalité des gens sur place, dans leur quotidien, si on peut appeler ça comme ça. Selon ce que les gens rencontrés m'ont dit, les fins de semaine, les autorités avaient moins de marge de manœuvre pour faire des pressions sur les camionneurs. Mais la semaine, quand toute la folie de la fin de semaine était passée, l'intimidation commençait. Je l'ai constaté. Dès les premiers instants où je me suis promené dans les rues d'Ottawa, que j'ai commencé à prendre des images, j'ai été interpellé par la bonne humeur des gens, les sourires. Ça n'avait rien à voir avec le désordre puis le danger que certains médias avaient rapporté.
En 3 jours sur place, je peux vous le dire, je me suis jamais senti menacé. À part les sourires, ce qui m'a marqué, ça va avoir l'air un peu niaiseux, mais c'est la propreté des rues où les camions se trouvaient. Quand on pense à un siège, on serait porté à penser à un désordre, à un bordel où ce que les manifestations ont eu lieu. Mais les camionneurs étaient d'une propreté exemplaire pour garder cette image-là d'eux. J'ai même vu des citoyens, qu'ils soient camionneurs ou pas, ramasser les quelques rares déchets qui étaient au sol. Puis, d'après leurs habits, c'était clairement pas des employés municipaux dont le travail était d'entretenir la propreté des rues, là. Ce que j'ai vu, ce sont des gens qui circulaient librement en discutant de leur quotidien. J'ai croisé personne qui semblait effrayé ou même dérangé par la présence des camionneurs. Certains de ceux que j'ai interviewés m'ont même dit que les locaux, ceux qui vivent sur place, qui passaient les voir, les félicitaient d'être encore là, puis même les remerciaient. C'est sûr que dans tout ça, il y a des citoyens d'Ottawa que le siège a dérangé. C'est certain. Mais là où l'action se passait, c'était dans le quartier des affaires de la ville, près du Parlement. De ce que j'ai pu en constater en me promenant à Ottawa, les rues résidentielles étaient plus reculées. Et ceux qui avaient à circuler en voiture au cœur de la ville, ce qui a été mon cas, je vous dirais que c'était pas plus embouteillé qu'un lundi après-midi à Montréal. Puis j'y ai vécu, là. Non. Si vous voulez mon avis, là, les personnes qui ont été les plus dérangées par le siège des camionneurs, c'est ceux qui se rendaient travailler au Parlement. Mais ça passait. Ils pouvaient se rendre travailler à tous les jours. Pour les gens qui aimeraient avoir une espèce de comparatif visuel, là, je vous dirais que j'avais plus l'impression d'être à la Grande Virée de Saint-Jean-de-Dieu que d'être dans une ville assiégée. Puis encore, à la Grande Virée, c'est pas mal plus brillant, puis on y retrouve pas mal plus de déchets au sol. Donc, pour ceux et celles qui se plaisent à croire, sans s'être rendus sur place, que les manifestants sur place, ils n'ont pas de classe, ils dérangent, ils menacent la population locale, je peux vous dire que vous êtes dans l'erreur. J'ai moi-même, par le passé, participé à des manifestations à Montréal au printemps 2012, puis j'ai trouvé l'ambiance à Ottawa limite zen, comparativement à d'autres manifestations. De ce que j'ai pu en constater de mes propres yeux, les gens sur place demandaient seulement à être entendus, d'ouvrir un dialogue avec le gouvernement et d'une manière très pacifique. Dans certaines parties du monde, lorsqu'une partie de la population est en désaccord avec les dirigeants, ça brasse pas mal plus que ça, là. Pour avoir été présent sur place moi-même et m'être gardé un peu informé via les lives Facebook de certains, là où ça a le plus brassé, selon moi, c'est lorsque la force policière a été utilisée par les dirigeants pour mettre de la pression sur les manifestants. C'est le seul moment que j'ai pu constater que ça brassait un peu. Ils font leur travail. Je suis d'accord. Mais comme tout travail, dans le cadre de leur travail, des incidents, ça peut arriver. Comme celui-ci. Oh, come on through. Come on through. What is happening here? Wow, what is this lady doing? Trampling. Trampling horses. Trampling. Stop it. Stop it. What? Oh my God. Oh my God.
c'est possible là, que ce soit un accident. Mais d'après vous, je me fie à votre bon jugement, là. Envoyer des chevaux rentrer d'une foule puis piétiner des citoyens canadiens en 2022, est-ce que c'est concevable? Est-ce que c'est concevable? Lorsque j'ai vu ces images-là, j'ai été bouleversé. Je me suis demandé dans quel pays on était rendu. Bienvenue à Ottawa. Bienvenue au Canada. Mis à part la bonne humeur et la propreté, une autre chose qui m'a frappé lorsque je me promenais dans les rues, c'est l'investissement personnel financier que les camionneurs ont eu, pour la plupart. Certains ont même été jusqu'à imprimer directement des slogans sur leur véhicule. Je suis certain que certains parmi vous vont me dire que c'est eux autres les pires, qui ont sûrement de l'argent à perdre, mais entre vous et moi, là, entre ça puis dépenser plusieurs centaines de dollars pour une semaine de vacances dans le Sud, je me dis que tout le monde a le sens des priorités qui lui est propre. Certains ont le sens des priorités plus individualistes, puis d'autres plus pour le bien collectif. Mais ça regarde chacun d'entre nous. Tout ça part d'un conflit. D'un conflit sur les mesures sanitaires, sur des valeurs personnelles. Je tiens à vous dire que, sur le plan personnel, moi, dans mon entourage, j'ai autant de gens qui sont pour les mesures sanitaires que de gens qui désirent la fin de celles-ci. Donc, j'entends les discours des deux côtés. Et les circonstances de ce conflit-là m'ont fait me questionner, comme être humain, sur notre capacité à nous diviser sans arrêt. J'ai l'impression qu'on aime ça catégoriser, qu'on aime ça classer, qu'on aime ça diviser. Depuis l'arrivée du COVID dans nos vies, là, quand c'était pas les jeunes contre les vieux, c'était les vaccinés contre les antivax. Et je tiens à dire que ce terme-là, d'antivax, je n'aime pas l'employer parce qu'il y a clairement un énorme jugement de valeur qui est émis quand on le dit. Quand on parle entre nous des guerres, des divisions dans le monde, tout le monde est d'accord pour dire qu'on vivrait mieux sans la haine qu'apporte la division. Tout le monde est d'accord pour ça. Il n'y a personne qui va dire « ça en prend, c'est nécessaire à l'avancement de l'humanité ». Je suis conscient qu'on ne vit pas dans un monde de calinours. Là. Je suis conscient de ça. Là. Mais pourquoi tout le monde s'entend pour dire que les divisions sociales sont néfastes pour l'humain, mais que tout ce même monde-là entretient les divisions quand leurs voisins, leurs frères, leurs sœurs, leur mère, leur père, leurs grands-parents, leurs amis pensent tout simplement différemment d'eux? Pourquoi entretenir les divisions? Pour vous donner un exemple, tout le monde est d'accord, j'imagine, aujourd'hui, pour dire que la ségrégation qui avait été faite envers les personnes noires jusqu'à il y a quelques dizaines d'années seulement, c'était socialement inacceptable. Je pense qu'on est pas mal tous d'accord là-dessus. Donc pourquoi en 2022, au Canada, on permet que nos dirigeants entretiennent une certaine ségrégation des gens qui ne sont pas d'accord avec la prise d'un vaccin ou le port d'un passeport vaccinal? Votre code QR, c'est votre passeport vaccinal. Si vous avez 13 ans et plus, rendez-vous au québec.ca/passeport vaccinal pour télécharger votre passeport. Vous pouvez l'imprimer, le prendre en photo avec votre appareil mobile ou l'importer dans l'application VaxiCode. Pour accéder aux lieux publics et aux activités où l'on exige le passeport vaccinal, vous devrez aussi présenter une pièce d'identité. Obtenez votre passeport vaccinal au québec.ca/passeport vaccinal ou téléchargez l'application VaxiCode. Qui sont, selon moi,
des choix très personnels. Ce que tu mets dans ton corps, jusqu'à preuve du contraire, je pense que ça te regarde. J'ai visionné tout récemment le film documentaire Le Grand Cercle du réalisateur Seb Rioux. Je vous le conseille à tous. Grossièrement, ça raconte comment un groupe Facebook de partage communautaire, Le Grand Cercle des Basques, a vu le jour. Eh bien, à Ottawa, là, j'ai retrouvé le même esprit de partage, d'entraide, de soutien qu'on peut retrouver dans ce groupe Facebook-là. Je me demande comment des gens aussi bien intentionnés, aussi bienveillants les uns envers les autres, peuvent avoir une aussi mauvaise image médiatique. Je vous le mentionnais au début. Pour les gens sur place, la place des médias dans ce conflit a toute son importance. La raison pour laquelle je me suis rendu sur place à Ottawa, c'était pour constater moi-même la situation, puis pas me fier seulement à ce que les médias de masse ou les réseaux sociaux nous rapportaient. Je vous l'ai dit, j'avais en tête de réaliser des tonnes d'entrevues avec les gens sur place, puis de montrer l'humain dans tout ce conflit-là. Bien, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que, comme je vous le dis, la place des médias pour les gens présents, c'était super important. C'était tellement important pour eux d'accorder aucune entrevue. J'ai vraiment senti que la confiance des gens envers les gens de télé ou de médias quelconques, ça avait pris un grand coup. L'époque où on pouvait dire « je l'ai entendu à la TV, bien, ça doit être vrai », je peux vous le dire, c'est derrière nous. Même si je me présentais avec les meilleures intentions du monde, que je leur disais que je présenterais les faits réels, pas retouchés, pas déformés par le journalisme, bien, très peu de gens m'ont accordé leur confiance. Puis aujourd'hui, bien, je peux y comprendre. Parce que les faits présentés ont été présentés d'une certaine manière par certains médias. Puis c'est pour ça que les gens, aujourd'hui, bien, ils n'ont plus confiance envers quelqu'un qui porte une caméra ou qui porte un micro. Je trouve ça triste. Par contre, j'ai réussi à avoir la confiance de certains d'entre eux. Des gens comme vous et moi, du monde bien normal. Rien à voir avec des manifestants dangereux qui menacent puis qu'on pourrait s'imaginer des stéréotypes de leur image. C'était des gens bien intentionnés. Des gens d'un peu partout. Bien, si jamais ils regardent ce reportage-là, je vous remercie de m'avoir accordé votre confiance. Je vous présente tout d'abord Anne Morin, qui est coiffeuse à Maniwaki. À elle, comme à toutes les autres personnes que vous allez entendre, je leur demandais tout simplement de me parler de leur expérience sur place jusqu'à présent. C'est ça que je voulais savoir. Certains en avaient long à dire. D'autres, pris par l'émotion, avaient un petit peu plus de difficulté à parler. Ça venait les chercher. Je vous l'ai dit, ce sont des humains comme vous et moi. Tu sais, on se ressemble pas mal plus qu'on est différents. Je vous invite donc à écouter leurs témoignages avec ouverture, avec respect, puis surtout sans jugement. Bonjour, moi mon nom c'est Anne Morin, je suis de Maniwaki. Je suis ici avec mon nouveau conjoint André Landry. Nous, depuis 2 ans, on est un couple, je vous dirais, qui n'a pas tellement embarqué dans cette vague-là. On a commencé à voir qu'il y avait des petites lacunes dans tout ça. Moi, je suis une maman hockey, une hockey mom, non vaccinée. Et puis, mon conjoint aussi, on n'a pas voulu embarquer dans cette vague-là. On trouve ça un petit peu désespérant, ce qui se passe. Il faut qu'il y ait vraiment un changement. Fait que quand on a vu qu'il y avait un beau convoi comme ça,
On s'est dit non, il faut faire partie de ce changement-là. Fait qu'on a pacté bagages, on ne savait pas trop dans quoi qu'on s'embarquait. On est parti, puis on est arrivé ici vendredi passé, ça fait maintenant 11 jours. On est parti avec un petit pack-sac sans savoir quand on était pour revenir à la maison. Moi, j'ai un salon de coiffure. Mon conjoint, il y a un super beau terrain dans la nature. On a tout laissé ça tomber pour retourner, je crois, quand que ça va être terminé, puis les choses vont s'être replacées. Puis ici, que du bon monde, de la vérité, des sourires, des personnes de tout âge, de toute nationalité. Il n'y a plus de différence, il n'y a plus de couleur de peau. Il y a plus... il y a des hauts et des bas, par exemple. Écoute, on dort ici, c'est pas évident, les klaxons. Ça peut venir... ça vient difficile sur le mental, un petit peu. Mais on a du bon soutien, un bon entourage, une belle organisation. Puis on voit que la population ne veut pas qu'on s'en aille. On est bien servi. Les choses qu'il y a dans les médias, c'est pas toujours la réalité. Ils font beaucoup de choses pour brainwasher les gens. Mais là, tout le monde est tanné, là. Les gens se revirent du bon côté. Puis on est ici pour rester, vraiment. Moi, depuis 10 jours, 11 jours qu'on est ici, je pleure à tous les jours parce qu'il y a des mamans, des papas, de petits-enfants, d'adolescents qui viennent nous voir, comme quoi qu'il y en a des adolescents qui se sont suicidés dans les 2 dernières années. Il y a des femmes qui ont perdu leur travail, il y a des messieurs qui ont pris leur retraite plus tôt. Ça prend du changement, puis on est ici pour ça. Juste pour vous dire aussi, là, je sais que les réseaux sociaux, la télé peuvent démontrer des choses un petit peu plus à l'extérieur de la ville aussi, qu'il y a peut-être un peu plus de grabuge, tout ça. Il y a des policiers, oui, qui ont peut-être pas le choix de faire leur travail, mais je vous dirais, là, la majorité, et même presque toutes, sont avec nous, sont tannés eux aussi, sont beaux, ils viennent nous voir, ils nous donnent la main, ils nous encouragent, ils nous trouvent courageux. Sont très pacifiques. Je peux comprendre là, qu'ils ont un travail à faire à un certain moment donné, mais de toute beauté. L'armée aussi, je pense, qu'elle est avec nous autres. On n'est pas toutes seules, là. Et ça va bien aller, puis on est tous ensemble, c'est garanti, là. Même la nuit, les policiers, ils passent, ils nous sécurisent, ils nous disent qu'ils sont là, même si on les voit pas, ils sont là. Fait qu'il y a... Regarde, fiez-vous pas au négatif, le positif l'emporte, je vous le dis. Salut tout le monde, moi je suis vraiment ici pour nos droits et libertés. Puis ça se passe bien. Ce qu'ils disent aux nouvelles, c'est ils nous cachent encore. Moi c'est mon 11e matin ici. Puis j'étais allé coucher au motel la première fois hier, là, puis je suis revenu par le même chemin qu'hier, puis ça rajoutait encore des camions. Puis on va prendre soin de nous autres, on va carrer de tout ce qu'on veut, c'est venir nous aider. Puis c'est comme ça qu'on va y gagner d'après moi. Je viens de Roxton Falls au Québec, près de Granby. Je suis coiffeuse, mais depuis la pandémie, ça a touché gros mon commerce. Donc là, je fais de la soudure avec un ami. Fait que, je suis venue ici pour l'avenir de mes enfants, de mes futurs petits-enfants. Puis parce que c'est assez. Là, on s'en va vers un régime communiste, puis ça n'a pas sa place au Canada du tout. Depuis samedi passé. Oui, ça va faire 9-10 jours, là. Sur place, c'est super. Pour vrai, la seule chose qui nous manque, c'est des toilettes, parce que la ville n'en a pas déployé. Fait qu'il faut courir un petit peu après ça. Sinon, les gens sont super généreux, on manque pas de bouffe, on manque pas d'essence. Ça va super bien. Il y a juste hier que la police a voulu faire un petit peu d'intimidation, là, mais ça n'a pas fonctionné du tout, là. Ça va super bien. D'habitude, ils se promènent, ils parlent au monde. Ce matin, j'en ai vu même flatter des chiens, puis le gros sourire aux lèvres. En tout cas, ils sont de notre bord. Moi, j'ai parlé avec une police en civil, puis elle est venue me serrer la main, puis dire qu'il était fier, puis il aimait ce qu'on faisait. Dans le fond, ils nous supportaient. C'est sûr qu'ils ont des ordres, mais maintenant, comme qu'est-ce qu'ils ont fait hier, c'était pas légal. Donc, à un moment donné, il va peut-être falloir qu'ils se lèvent, eux autres aussi, contre le... Ils vont faire des choses contre leur gré, puis ça va leur retomber dessus plus tard, là. C'est ça. Non vacciné. Et je ne le serai jamais. Je m'appelle Tudor.
je suis camionneur. J'arrivais au Canada depuis 16 ans. J'ai fait ce métier. J'ai protesté aujourd'hui pour le droit et la liberté de notre pays, le Canada. J'ai été né en Roumanie. En Roumanie, pour la période de 45 ans, était une dictature, Ceausescu, dictature communiste. Le communisme, c'est un cancer pour les pays comme le Canada. Le Canada, c'est le dernier bastion de la liberté et les droits pour les hommes, pour les peuples. Si on perd ça, c'est définitivement perdre toute la liberté dans le monde. Il n'y a pas de roi, il n'y a pas de dictature ici. Ici, sont depuis quelques siècles étaient développés, nés de personnes, de peuples, avec la liberté pure. Pure. Il n'y a pas d'opprimation, il n'y a pas de rien. On a besoin de garder la liberté. On a besoin de garder la liberté pour nos enfants, parce qu'on a peur ça. Nos enfants sont esclaves. Esclaves pour toujours. It's a nightmare, it's a cancer. Pour ça, nous sommes aujourd'hui ici. Je suis parti dans la Roumanie, de l'Est Europe. Je suis venu ici et la dictature s'en vient après moi. Ici, Ça, c'est tout. Bonjour, je m'appelle Simon Vallée, camionneur broker. Perdu mon emploi aujourd'hui à cause de la cause. Et puis, je tiens beaucoup à la cause. On est ici pour rester. On est ici pour rester tant longtemps qu'on n'aura pas aller chercher notre gouvernement avec nos demandes qu'on fait. Les demandes sont simples, se fait en une phrase. On veut enlever 100 des mesures COVID. Qu'est-ce qu'on veut? C'est d'apprendre à vivre avec la COVID. Je suis parti avec mon convoi le 28. Et puis, me voilà, encore ici. Comment ça se passe au quotidien? Ah. Il y a un amour ici, là. Merveilleux. On se fait serrer dans les bras par les gens. C'est merveilleux, ça ne s'explique pas. J'ai parlé énormément, j'ai tellement parlé que j'en ai plus de voix, comme vous pouvez le constater. Non, c'est la joie. On sent qu'on est la lumière au bout du tunnel. C'est une toute merveille. Vraiment, là. C'est quelque chose à venir vivre. La vérité, c'est quoi la vérité ici? On vit dans une autre planète. Pas de masse. Plein de sourires. Les gens sont heureux. Heureux de joie. Les gens pleurent de joie. C'est quelque chose qui ne s'explique pas. C'est quelque chose qui se vit. J'invite tous les gens à venir le vivre. C'est wow. Pas obligé d'amener des cadeaux, pas obligé d'amener rien. Juste la présence, ça suffit. Les petits mots des enfants, les petits coloriages des enfants, c'est beau. Ça te touche. C'est quoi la relation avec les autorités jusqu'à maintenant? Aucun problème pour ma part. On est dirigé par des gens, nous, ici, le convoi. On écoute qu'est-ce qui se passe. Là, on est en trêve. On est 10 jours qu'on n'a pas le droit de klaxonner. Dans ce 10 jours-là, qu'est-ce que je souhaite énormément? C'est que notre premier ministre Trudeau, il sorte de là et qu'il commence à négocier. On fait une trêve. On entend, là, c'est le calme total. C'est ça, qui sortent, qui viennent négocier. Nous, on demande, c'est une phrase, enlever les mesures sanitaires, reprendre une vie normale. Qu'est-ce que vous souhaitez pour la suite? Avoir une vie normale, retrouver un travail, aller travailler, faire ce que j'aime comme travail. Moi, c'est pas ma place, c'est d'arrêter ici. Ma place, c'est d'être sur la route, puis on fait nos livraisons qu'on a à faire. Sur place, j'ai aussi rencontré une connaissance. Pour ceux qui regardent nos émissions régulièrement, bien, le nom de Roxane Boulay doit vous dire quelque chose. J'avais fait une entrevue Zoom avec elle il y a quelques semaines, au début du siège, je pense même, pour savoir comment ça se passait pour les gens sur place. Bien, j'en ai profité pour qu'elle et son conjoint Paul nous fassent une petite mise à jour de la situation au moment de mon passage à Ottawa. Moi, c'est Paul Desjardins, de Saint-Eulalie, Québec.
Puis moi, ben, c'est Roxane Boulay, de Saint-Eulalie aussi. Comment ça se passe au jour 11, en date d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? L'ambiance a beaucoup changé. Ben, je dirais que là, ça fait 2 fins de semaine qui viennent de passer. Fait que le party, c'est la fin de semaine, là. Du vendredi soir au dimanche, là. Les gens avaient besoin de se défouler, se sont défoulés. Ils ont démystifié aussi. Les sceptiques sont venus dans la 2e semaine. On s'attend à ce que dans la 3e semaine, ce soit d'autres genres de personnes encore qui viennent. Ça dérougit pas. Il y a eu tellement de monde samedi et dimanche. C'est incroyable. La solitude des gens est toujours là. Le patriotisme, la gratitude, les merci, c'est de partout. Mais nous, on est fatigués. Les klaxons à journée longue, ça demande beaucoup d'énergie. On arrive le soir, puis on se regarde. On va peut-être regarder un film, finalement, à 10 heures, on est passé. Ça nous prend presque 1 heure se préparer pour dormir. De tout retransférer, tout ça ici, de changer puis de disposer tous des trucs en avant, ça nous prend presque 1 heure. Fait que à 10 heures, on dit qu'on se couche, bien, il est rendu 11 heures quand on se couche, fait qu'on nage que là. Ça commence tôt aussi, je veux pas, le bruit à l'extérieur. Fait que l'ambiance est différente dans la semaine, c'est plus sérieux. Là, il vient de tomber une injonction pour un silence. Pas aucun klaxon pendant 10 jours. Cette injonction-là a été demandée par la ville d'Ottawa au niveau fédéral et c'est parfait. On devait atteindre le palier fédéral et on restait toujours au niveau du municipal avec la police, le OPP, et puis ben ça bloquait là. Mais en faisant ça, ça nous a donné l'opportunité d'atteindre le fédéral comme fallait le faire pour pouvoir se rendre plus loin dans la progression des négociations. Et puis, ben là, si tu klaxonnes, tu peux recevoir un beau ticket. Cette injonction-là permet aux policiers de donner un ticket. Et depuis ce temps-là, depuis que ça a été demandé à partir de 3 heures aujourd'hui, il n'y a plus un son. La ville est complètement silencieuse. Paul, vivre au quotidien dans un espace de 8 pieds carrés, ça fait quoi? C'est pas facile. C'est une logistique qui est assez difficile. Parce qu'à un moment donné, on a bien beau bien s'entendre. À un moment donné, on a une petite friction, mais c'est pas grave. On réussit à s'entendre quand même. C'est juste que c'est la fatigue, à un moment donné, qui fait en sorte que la friction est là, sinon il n'y en aura pas. Aussi, les klaxons, on l'avait tout le tour, là, c'est épuisant. Vraiment très, très épuisant mentalement. Mais je te dirais qu'aujourd'hui, on commence à pogner du mieux. Parce qu'il n'y a pas eu de bruit aujourd'hui. Et puis, ce qui nous a comme un petit peu aidé à matin, là, c'est l'injonction. Ça nous a comme donné un petit regain. Parce qu'il fallait que ça arrive, là. Et je pense qu'on a atteint notre but. Bien, au moins une partie du but est toujours bien là. Puis, on a entendu des choses aussi à la Chambre des communes aujourd'hui, là. On a entendu des belles choses. Je peux pas répéter, je comprends pas l'anglais vraiment très bien, mais Roxane a compris, elle. Qu'est-ce qui s'est dit? Bien, en gros, le remplacement de M. Erin O'Toole, donc la dame qui l'a remplacé. J'ai pas réussi à voir son nom parce que ça passait trop vite. Beaucoup plus de torque, beaucoup plus de caractère qui fait qu'elle va faire avancer les choses. En tout cas, ça s'enligne comme ça parce que elle disait, bon, mais là, il va falloir apprendre à vivre avec le virus. C'est assez, là, les mandats. C'est assez, là, il faut les lever. Il faut les écouter, ceux qui sont à Ottawa présentement. De tout déballer ça. Puis on a fait comme... C'est ça qu'on veut. Enfin, quelqu'un qui entend puis qui comprend. On le sait tous qu'il y en a un nouveau virus, là, puis ça fait 2 ans qu'on vit avec, puis plus ça va, plus il se dégrade. Depuis la nuit des temps, là, l'être humain s'est adapté. Mais c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Donc, on va apprendre à vivre avec, puis on va faire comme le reste, on va évoluer à travers ça. C'est aussi simple que ça. Mais madame-là, elle a tout compris ça. Fait que moi, je suis bien contente de voir qu'il y a enfin quelqu'un qui a du sens, qui est pas... Puis on parle pas de politique, là, on parle vraiment de quelqu'un qui a utilisé son gros bon sens. Fait que non, la Chambre des communes, ça l'a brassé aujourd'hui. Il était temps. Pourquoi, Paul, est-ce que les gens ont de la difficulté à se faire approcher par une caméra? Ils sont craintifs. Ils sont craintifs parce que déjà, les médias traditionnels
on sait très bien que c'est pas la vérité qu'ils disent. Des fois, il y a d'autres gens qui les nourrissent, que c'est ça qu'ils veulent faire entendre. Puis quand ils viennent ici, ils vont aller voir dans un coin où c'est qu'il y a pratiquement rien. Ou en quoi il va arriver un événement, ils vont plus passer ça que de passer la vérité qu'est-ce qui se passe. Et puis, les gens aussi, ils veulent plus parler aux caméras qui sont traditionnelles. Et moi, j'en fais partie d'un aussi, là, de ceux-là. Puis, non, moi, je pense que on est rendu là. On a eu des vents comme quoi que les hôtels refusaient d'ouvrir leurs portes aux gens qui faisaient partie du mouvement camionneur. Est-ce que l'un de vous peut me parler de ce dossier-là? Mm-hmm. Ben moi, en faisant beaucoup de live sur Facebook, j'ai accès à des informations qu'on me donne littéralement sans que je les aie demandées. Et là, 2-3 personnes étaient en train de parler, de chatter sur pendant que j'étais en train de faire un live, puis je vois passer oui, bien ma belle-sœur travaille dans un hôtel à Ottawa, puis le gouvernement a réservé toutes les chambres de son hôtel pour tout le mois de février. Avec l'argent des contribuables. Ben, c'est sûr que si c'est l'argent du gouvernement, c'est l'argent des contribuables, tu sais. Fait que c'est pas juste un hôtel qui est booké à Ottawa présentement, c'est tous les hôtels. Tous. On le sait, on les a tous appelés parce qu'on voulait avoir une chambre pour pouvoir avoir l'occasion de pouvoir aller prendre une douche. Fait qu'on est à demander de l'aide pour pouvoir prendre une douche aux 2-3 jours. C'est fantastique. Fait que ça fait partie des moyens de pression qu'ils vont faire pour essayer de nous faire s'en aller. C'en est un. L'autre, c'est l'injonction, mais c'est correct, on a abouti où est-ce qu'on voulait. L'autre, c'est l'intimidation d'hier avec de récupérer les bidons d'essence, de diesel que les gens apportaient, les arrêtaient sur le chemin, puis ils leur enlevaient, ils confisquaient tous les bidons. Ils n'ont pas le droit. Il n'y a aucune loi qui interdit que tu transportes des bidons, à moins que tu ne saches pas remplir ta tondeuse ou ta souffleuse. Là. Il faut que tu puisses transporter ce que tu as de besoin. Mais ils ont décrété l'état d'urgence, puis ça a entré dans l'état d'urgence en disant « Bon, bien, c'est des matières dangereuses qui transportent, c'est dangereux. » C'est comme s'ils ne savaient plus quoi trouver comme excuse pour qu'on s'en aille. Bien, écoutez-nous. Écoutez-nous, puis on va finir par s'en aller. C'est juste aussi simple que ça, au lieu de fermer les yeux. Mais là, là, ils ont remis les bidons. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient filmés plusieurs fois. Ça l'a passé beaucoup sur les réseaux sociaux. Fait que avant de se retrouver en cours, même si on a émis d'étiquette en passant, ils vont être payés déjà. Ou en tout cas, il va y avoir une affaire qui va s'arranger. Ils vont sûrement être annulés. Vu qu'ils ont remis les bidons, tu viens de dire que tu viens de faire une erreur, tu reconnais ton erreur. Fait que ça va sûrement être tout annulé. Mais bref, on subit beaucoup d'intimidation par rapport à ça. Ils veulent qu'on s'en aille, mais on s'en ira pas. Jusqu'à temps qu'on ait été entendu. C'est pas mal ça. On ne partira pas. Les bidons d'essence, c'est des matières dangereuses. Ravitailler les camionneurs en nourriture, c'est rendu mal vu. C'est pas une matière dangereuse, à ce que je sache. Mais oui, effectivement. Et aujourd'hui, il n'y a personne qui est passé pour nous donner de la nourriture. Personne. Même pas un café. Rien. Pourquoi? Bien, parce qu'ils ont été avertis, bien, si les citoyens ont été avertis que s'ils se voyaient pris en train de donner de la nourriture, ils pourraient manger une contravention. Sous quelle loi? Encore une fois. Il n'y a pas de loi qui dit que tu n'as pas le droit d'emmener de la nourriture à quelqu'un ou de l'essence pour le dépanner. De toute façon, les quantités d'essence qu'ils emmenaient dans leur petit traîneau, ça représente, c'est même pas requis d'avoir des cartes de matières dangereuses. La quantité n'était pas suffisante pour ça. J'en ai des cartes de matières dangereuses, puis je sais comment procéder. La quantité n'était pas suffisante. Et puis, c'est comme Roxane disait, ça serait comme dire que tout le monde au Canada sont pas capables de mettre de l'essence dans le véhicule ou encore dans leur tondeuse. Ça prendrait
des cartes de manipulation de produits dangereux. Ça n'a aucun sens. Dans mon idée à moi. L'état des rues aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez à en dire? Le fait qu'il y ait des camions qui soient partis? Mais souvent, les camions qui sont partis, ce pas des brokers comme moi je suis. C'est des chauffeurs de compagnie. Déjà là, ces compagnies-là, ils ont été quand même assez gentils de laisser leurs chauffeurs ici quasiment 10-12 jours. Je peux comprendre que tu as plusieurs camions. Disons que c'est dur à absorber. Même un, c'est dur quand même, tu sais. Mais c'est quand même bien quand même le temps qu'ils ont été là. Puis les rues, on t'a fait le tour tantôt, tu as vu les rues comment elles sont. Il y a certaines rues que tu vois rien dedans. Moi, je suis content qu'il ait mis des blocs où il y avait des rues qui avaient des vitrines à grandeur partout. Au moins, ça évitait des bris de vitrines si jamais il y aurait eu un débordement ou peu importe quoi, mais il n'y en a pas eu. Comme ici, il n'y a pas de danger de bris de vitre nulle part, de toute façon. C'est pas arrivé. C'est pas arrivé, il n'y a pas de violence. Les jeunes à jouer au hockey dans la rue, pas de danger là, tu sais. Puis il y avait des jeux gonflables plus loin pour les enfants, puis il y avait du fun, puis il y avait tout le monde avait du plaisir. Puis peu importe la nationalité qu'il y avait les personnes, bien, tout le monde était content de se voir. Même des fois, ils s'en venaient me parler. Je parle pas beaucoup anglais, puis ils s'en venaient me parler, puis ils sont contents. Et là, c'est la joie. Je suis tout joyeux avec eux autres, quand même. Puis c'est pareil pour moi. Je rencontre un anglais, puis je parle en français. Lui, il comprend pas, mais il est content pareil. Est-ce que vous auriez à dire à quelqu'un qui vous dirait ouais, ben, va te faire vacciner, puis continue ta vie comme tu l'avais avant? Ben, non. Non, parce qu'elle m'a demandé de me faire vacciner pour aller aux États-Unis, puis j'ai refusé. En réalité, 2 fois que j'ai pris un rendez-vous pour y aller, et tout a fait en sorte que je puisse pas y aller. Camion brisé, tempête de neige, je peux pas me rendre à temps, appel pour canceller, les 2 fois. J'ai dit, il va y avoir un message là-dedans. J'ai dit, non, on ira plus. Puis je suis pas déçu. Puis ça n'a rien changé de ma vie de ne pas traverser aux États-Unis. J'ai plus de choses à dire. C'est un produit qu'on ne connaît pas. C'est un produit qui est en expérimentation, phase 3, jusqu'en juin 2023. Donc, il n'est même pas approuvé par Santé Canada. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, à part qu'on sait qu'il y a du graphène dedans, entre autres. Ça va pas dans le corps, ça, le graphène? Non. J'essaie de prendre soin de ma santé depuis plus de 5 ans. Fait que, il est hors de question que je me mette quelque chose dans le corps, que je ne sais pas de quoi il est constitué, puis ni ça va être quoi ses effets secondaires. Si on regarde les études de la FDA présentement, il y a un juge, il y a un procès qui vient de commencer par rapport justement à tout ça. Et ils avouent publiquement qu'il est dangereux puis qu'il cause des myocardites. Bien, des myocardites, c'est des crises de cœur. Puis bien, tu peux en mourir d'une crise de cœur. Fait que tu as le choix entre choisir un virus qui va peut-être t'amener vers là, parce que tu as des comorbidités, comme on a déjà parlé, ou que tu es de santé fragile, ou quelqu'un qui est immunosupprimé, ou tu choisis un vaccin que tu sais pas ce qu'il y a dedans, tu sais pas ce qu'il va te faire, mais peut-être que ça se peut que tu fasses des crises cardiaques, puis encore là, peut-être qu'il va faire encore plein d'autres choses, puisqu'il y a des gens qui ont fait de la super haute tension, d'autres qui ont développé des cancers qui se sont réactivés. Ça, c'est des études que vous allez voir dans les 10 prochaines années, parce que le vaccin, ça prend 10 ans habituellement avant d'être mis en marché. Ça prend 10 ans. Ça n'a même pas pris 1 an. Il avait déjà trouvé une solution. Mais par contre, le virus du sida, lui, il n'y a toujours pas de solution. Ça fait au-dessus de 40 ans. Il faut se poser des questions. Fait que non, je ne mettrai pas ça dans ma peau. Il n'y en a pas question. C'est non. Je vais accepter le fait que peut-être que je vais pogner la COVID, puis je vais m'en sortir. Vous faites quoi pour la suite? Que ça se règle quand même assez rapidement. C'est le fun d'être dans le camion, c'est le fun de protester pour ses droits, sa liberté,
et retrouver un quotidien plus paisible. Mais j'ai hâte quand même de retourner chez nous. Chez nous, c'est plus grand que ça. Je suis pas en train de faire attention entre la litière de mon chat, sa nourriture, puis pas recevoir rien qui est en haut, puis manger sur un petit coin de table, des affaires réchauffées à micro-ondes. Bon, chez nous, il est mieux que ça, puis j'ai une grande place, puis j'ai hâte de pouvoir en profiter. Mais s'il faut qu'on reste ici encore, bien, on va rester ici encore, parce qu'on ne va pas lâcher à moitié. On a commencé à avoir un petit bout de la couverte. Bien, on va repartir quand on va avoir toute la couverte. Moi, c'est ça. Toi, tu veux-tu rester avec moi? Bien, à moins que tu vas être campé sur le coin de la rue de seul. Oui, je vais rester. Je vais rester au maximum de ce que je peux. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a un temps où tu te dis, ouais, financièrement, peux-tu rester encore longtemps? On peut rester un petit bout encore. Mais combien de temps, on ne sait pas. C'est quand qu'on va étudier ça, qu'on va regarder combien de temps qu'on va pouvoir faire. Probablement d'ici là, ça va être probablement fini. Là. Ça serait bien fun. Là. Oui. Merci. Merci à vous. Merci d'être là, d'être venu prendre le pouls de la ville, comment on est aussi. Puis, je suis contente de vous avoir rencontré en personne. Roxane, Paul, merci. Merci de cette rencontre riche. La journée de mon départ, j'ai décidé de me rendre au quartier général des organisateurs du siège. Sur place, j'ai rencontré Georges Tiger, qui est l'un de ceux qui s'occupent des convois québécois. J'étais avec d'autres représentants des médias qui attendaient de lui parler. On avait été mis sur le côté comme médias, on attendait. Bien, je peux vous dire que Georges a été d'un respect et d'un calme remarquable dans ses réponses. Il n'accordait aucune entrevue, pour les raisons que je vous ai mentionnées tantôt. Mais je pense qu'il accordait aucune entrevue parce qu'il était pas mal occupé. Il y avait pas mal de choses à s'occuper sur place. Tu sais, je m'attendais pas à décrocher l'entrevue que d'autres médias n'auraient pas eu. Je suis pas différent des autres. Je portais un micro, une caméra. Mais j'ai pu parler avec lui. J'ai pu lui exposer les raisons pourquoi j'étais là sur place, lui expliquer que je comprenais aussi pourquoi que les entrevues étaient rares. Je l'ai constaté moi aussi. Ben, il m'a traité avec le plus grand respect. Puis à la fin, ils m'ont même serré la main. Après 2 ans à sentir la froideur des mesures sanitaires, je vous dis pas ce qu'une poignée de main fait au cœur. Après m'avoir remercié de m'être déplacé, Georges m'a référé à un de ses collègues pour que je puisse faire une entrevue quand même. Ça a vraiment été gentil de sa part. Je voulais que cette personne-là m'explique ce qui était fait sur place au quartier général. Ici, on prépare la bouffe, on prépare des lunchs pour le soir, pour aller porter ça aux camionneurs pour qu'il ne manque pas de bouffe. Ou ce que c'est que des enfants, on va porter des choses pour les enfants, des jouets, tout le kit, pour que tout le monde se sente comme s'ils seraient chez eux, mais ils vivent dans un truck. Et c'est pour ça qu'on s'est rendu... Moi, je me suis rendu sur ce site-là ici pour aider les gens, parce que je viens d'être à ma retraite décembre dernier, et j'en ai des petits-enfants, puis j'ai des enfants, et on ne veut pas laisser tomber ces gens-là qui nous supportent pour vraiment aller chercher un meilleur héritage pour nos futures générations. Fait que c'est vraiment de l'aide humanitaire qu'on fait ici. Même on les supporte financièrement. S'il y a certains camionneurs qui ont des difficultés financières, on a fait des levées de fonds et ces levées de fonds-là ont été à 100% donnés. C'est vraiment du bénévolat qu'on fait pour aider ces gens-là. Même on est rendu qu'on refuse des dons. Il y a des gens qui font 4 heures pour venir porter des dons. Des fois, on est obligé de les refuser parce qu'on n'a plus de place. Puis ça ne donne rien de garder toute cette nourriture-là ici ou toutes ces choses-là parce qu'on va le perdre. Fait que si on a trop de nourriture ou trop de choses ici, bien, on connaît
les centres ici, où ce que c'est qui aident les itinérants, toute la kit, notre overstock, on va porter ça aux itinérants. Je sais qu'on s'est fait salir là-dessus qu'on volait les itinérants, mais c'est le contraire, on fournit les itinérants. Moi, je suis ici depuis le début. Le vendredi, là, 2 semaines ou 1 semaine, 11 jours en tout cas, peu importe. Et c'est certain qu'il y a 3 jours, je vais aller voir mon épouse parce que mon épouse me réclame. Fait après ça, je reviens ici passer un autre temps et je retourne chez moi à tous les 5 jours chez moi. Mais moi, je reste quand même assez loin d'ici. Je reste dans le nord du Québec. Fait que ça me dérange pas. Ça me fait chaud au cœur d'aider tous ces gens-là. Sur le chemin du retour vers Gatineau, dans les rues parfois sinueuses d'Ottawa, ben, je me suis arrêté près d'un centre de dons pour aller jeter un coup d'œil. Ben, la générosité des gens que le bénévole que vous venez d'entendre a décrit, il y en avait une partie qui était gardée là, sous un chapiteau, à l'abri des intempéries, puis prêt à aider quiconque en avait besoin. J'ai pu rencontrer Elisabeth, qui vient de Montréal, qui aidait à la distribution des dons. Elle y parle de la communauté tissée serrée sur place, la communauté qui s'est forgée sur place. Le même type de communauté d'entraide que j'ai pu réaliser dans le documentaire de Seb Rioux dont je vous parlais tantôt. Moi, c'est Elisabeth, je viens de Montréal. Moi, je suis venue à Ottawa dans les premiers jours juste pour voir ce qui se passait. Mon intention, c'était vraiment juste de venir voir pour moi-même. Puis, plus que ça allait avancer, plus que les jours vont avancer, j'ai vraiment vu qu'il y avait comme une communauté qui est en train de se développer, puis que les ressources, ça rentrait là, à flot, là, tout ce que tu as besoin. Si quelqu'un avait besoin d'une douche, de faire du lavage, si quelqu'un avait besoin d'une chambre pour dormir, peu importe ce que tu as besoin, il y a quelqu'un qui va s'en occuper, qui va prendre soin de toi, dans le fond, parce que c'est tellement important qu'il y a des gens qui restent sur les lieux, puis que le mot d'ordre, c'est un peu hold the line, là. Je sais pas c'est quoi en français qu'on utilise comme mot. Donc, les gens de l'extérieur sont vraiment généreux, puis nous apportent beaucoup de matériel, beaucoup de toutes sortes de choses pour que les gens qui sont ici soient confortables. Donc, une douche chaude à chaque jour, les gens qui offrent de faire du lavage, ils apportent des chaussettes, des hot pads, ils apportent des brosses à dents, ils apportent du déo, du savon à lessive, ils apportent tout ce que tu peux avoir besoin. Il n'y a vraiment aucun... il n'y a personne ici qui est laissé à soi-même. Donc, moi, c'est ça. Moi, où je suis stationnée, il y a une tente qui s'est créée devant mon auto. Puis, c'est toutes des dons de citoyens. Puis, c'est vraiment une initiative citoyenne. Là. Il y a vraiment des gens qui me demandent c'est qui les gens qui apportent ces choses-là. Puis, moi, je ne sais même pas c'est qui ces gens-là. Donc, c'est vraiment des gens qui arrivent avec des boîtes pleines, justement, des sleeping bags, des oreillers, des bas, peu importe, là, même des caleçons, toutes les choses que quelqu'un peut avoir besoin. Donc, c'est ça mon expérience pour le moment. Donc, moi, en ce moment, j'essaie de justement aider à distribuer toutes ces choses-là que les gens amènent. Okay. Sur le chemin du retour, qui prenait à peu près 7 heures entre Gatineau et Saint-Fabien, j'avais la tête pleine. Les jours qui ont suivi mon passage à Ottawa, j'ai eu le cœur gros. Contrairement à ceux qui étaient là depuis plus de 10 jours, moi, j'ai été là juste quelques jours. Puis de vivre ça, ça m'a viré à l'envers. Imaginez maintenant pour ceux qui sont là depuis le début.
Les témoignages que j'ai recueillis, les rencontres que j'y ai faites, ça a été une vague d'amour, ça a été une vague de joie. Mais ça a aussi été beaucoup de tristesse de constater tout ça. Au-delà du quotidien d'une télé communautaire qui, pour plusieurs peut-être, c'est de filmer les messes du dimanche, les soupers spaghettis des organismes communautaires, les tirs de 4x4 annuels du village d'à côté. Pendant quelques jours, là, j'ai vraiment eu le sentiment que mon micro puis ma caméra servaient à quelque chose de plus grand. Rien qui peut changer l'histoire, mais qui au moins m'aura permis d'en faire partie. Je vous remercie de m'avoir écouté.